Bonjour, je vais vous parler du cas de Julian Assange qui, le 20 et le 21 février, sera devant le tribunal royal de Grande-Bretagne pour essayer d'empêcher, par une ultime démarche, d'être extradé vers les États-Unis. La publication de l'article J'accuse par Émile Zola dans l'affaire Dreyfus est maintenant considérée par tous comme une prise de position intellectuelle emblématique et courageuse. Plus personne ne remet en cause l'importance de cette intervention qu'il osa faire à une époque où l'antisémitisme était omniprésent au sein de la société française. Tout le monde admire maintenant ceux qui, à cette occasion, brisèrent le silence. Alors nous avons maintenant une autre affaire Dreyfus sur les bras, mais il y a trop peu de Zola pour la dénoncer et trop peu de médias pour la rapporter. Bien que nous soyons à un point tournant de l'histoire mettant en cause la liberté de presse et confrontés à une injustice de même ampleur qu'en 1894, le courage manque. Le silence tue. Trop de forces sont en présence du côté de l'establishment et du statu quo pour tenter de renverser la vapeur. Julian Assange est le rédacteur en chef et fondateur de Wikileaks, une plateforme médiatique électronique qui permet aux sonneurs d'alerte de livrer anonymement de l'information ultra-secrète révélant les activités politiques illicites des États. Ainsi, Assange et Wikileaks ont mis en lumière la torture à la prison d'Abu Ghraib, le Afghan War Diary, les Iraq War Logs, le Cablegate, le Guantanamo Files et les Spy Files. La population a été surtout sensibilisée à Wikileaks suite à la diffusion en vidéo et en photo des crimes commis en Irak par les Américains, assassinats de journalistes, d'enfants, de personnes non armées, meurtres de personnes blessées, tortures, etc. Ces révélations brossent le tableau d'un État voyou, violant les droits humains fondamentaux responsables de crimes de guerre. C'est un miroir dans lequel l'État américain refuse cependant de se regarder. Un silence assourdissant entoure pourtant l'affaire Assange. Pourquoi? Est-ce qu'Assange peut être accusé d'espionnage par les États-Unis? Pour cela, il faudrait qu'il ait agi pour le compte d'un autre pays et qu'il ait piraté les dossiers ultra-secrets américains. Or, Chelsea Manning, la sonneur d'alerte, a toujours prétendu avoir agi de son propre chef en lui transmettant les informations concernant les bavures américaines. Même Barack Obama, qui avait réactivé la vieille loi sur l'espionnage pour coincer Assange, a dû faire marche arrière et a renoncé aux poursuites contre lui. C'est Donald Trump qui a reconduit les accusations d'espionnage. Est-ce qu'en publiant systématiquement des archives, Assange a risqué la vie d'informateurs des États-Unis et porté atteinte ainsi à la sécurité nationale du pays? Bien, il semble bien que non. On n'a jamais pu mentionner un seul cas où la vie d'informateur aurait été mise en danger. Assange a d'ailleurs offert de collaborer avec les autorités américaines pour réduire à néant tout risque en ce sens. En outre, ce n'est pas lui ou Wikileaks qui ont rendu public l'ensemble de ces documents. Ce sont deux journalistes du Guardian qui ont fourni le code secret permettant d'avoir accès aux fichiers compromettants. Et c'est seulement 7 mois plus tard que Wikileaks les a à son tour publiés. Si les médias mainstream refusent de se prononcer, c'est peut-être en grande partie parce qu'ils ont peur de subir le même sort qu'Assange. Mais pourquoi le milieu intellectuel s'est-il lui aussi réfugié dans un mutisme à peu près complet? Je pense que les allégations de viol et d'agression sexuelle impliquant deux femmes suédoises lors d'un séjour à Stockholm en 2010 ont refroidi les ardeurs des intellectuels. Quoi? Assange serait-il un agresseur, un violeur et un prédateur sexuel? Pour en savoir plus et connaître le fin mot de cette histoire, il aura fallu que Niels Melzer, professeur de droit en Suisse, intervienne en tant que rapporteur spécial de l'ONU en matière de torture. Il comprend la langue suédoise, il s'est rendu sur place et a eu accès aux documents. La lettre envoyée par Meltzer aux autorités suédoises le 12 septembre 2019 permet d'approfondir notre compréhension. À la lumière des révélations de Meltzer, tentons de retracer le fil des événements. Le 11 août 2010,
Assange se rend en Suède. Il est invité par Hannah Arendt et est accueilli chez elle en son absence. Elle revient plus tôt que prévu, le 14 août. Il donne un séminaire et le soir venu a des relations sexuelles avec elle. Le 17 août, 3 jours plus tard, il se retrouve avec Madame B. Ils ont aussi des relations sexuelles. Arden savait qu'Assange était avec Madame B. Entre le 17 et le 20 août, Arden et Madame B se parlent, les deux femmes, au téléphone. Le 20 août, les deux femmes se rendent à un poste de police éloigné alors que d'autres postes de police plus près existent pour témoigner auprès d'une policière qui est une amie de Arden. Madame B témoigne alors pour requérir qu'Assange passe un test de VIH. Alors que le témoignage de Madame B n'est pas encore complété et que le témoignage d'Hannah Arendt n'aura lieu qu'à 11h30 le lendemain matin, c'est-à-dire le 21 août, un mandat d'arrêt est lancé contre Assange dans la soirée du 20 août, invoquant des allégations de viol contre deux femmes. Le mandat d'arrêt fait état de viol alors que Mme B ne prétend rien de tel, ne veut porter aucune accusation et demande seulement qu'Assange passe un test pour vérifier s'il est porteur du VIH. Son récit rapporte apparemment le fait qu'Assange portait un condom lors de leur première relation sexuelle, mais qu'il n'en portait pas le lendemain matin. Elle affirme ne pas avoir subi de coercition et qu'elle l'a laissé continuer. Quand elle apprend qu'un mandat d'arrêt vient cependant d'être lancé, elle interrompt son témoignage, refuse de signer sa déposition et rentre chez elle. Elle a même texté avoir été choquée d'apprendre l'existence de ce mandat d'arrêt. Elle écrira que la police semble vouloir à tout prix mettre la main au collet d'Assange et que c'est la police qui a inventé ce chef d'accusation. La confidentialité n'est pas respectée, bien que l'on en soit encore seulement à l'étape d'une enquête préliminaire, et pourtant les autorités informent le tabloïd Expressen du mandat d'arrêt. Le mandat est lancé sans avoir auparavant recueilli le témoignage d'Assange, et ce, alors qu'il est encore en Suède et facilement disponible pour un interrogatoire. La présomption d'innocence n'est jamais prise en compte. Dans son témoignage du 21 août, Hannah Arendt, elle, la deuxième femme, présume qu'un condom aurait été déchiré volontairement et préalablement endommagé par Assange. Quand quelques jours plus tard, elle remet aux autorités policières le dit condom, une analyse effectuée ne permet pas de détecter des traces d'ADN d'Assange ou de Arden. En outre, Arden a continué d'héberger Assange, s'est dit heureuse d'être en sa compagnie, savait qu'il était aussi avec Mme B, n'a jamais averti B de quoi que ce soit. Enfin, elle écrira dans un tweet le 22 avril 2013 qu'elle n'a jamais été violée par Assange. Le 25 août 2010, le mandat d'arrêt est retiré. Eva Fine, qui est alors la procureure en chef de la ville de Stockholm, déclare « I don't think there's a reason to suspect that he has committed rape » et elle conclut « The conduct alleged by Madame B disclosed no crime at all ». Le 26 août, la policière amie d'Hannah Arendt, qui avait interrogé Mme B le 20 août, modifie son témoignage sur ordre de son supérieur sans jamais consulter Mme B. Cette version sera examinée par l'avocat assigné par l'État pour représenter les deux femmes. Cet avocat logera un appel contre la décision d'Eva Fine d'interrompre le mandat d'arrêt. Assange sera finalement interrogé le 30 août. Malgré les assurances que la confidentialité des échanges sera respectée, les médias en sont informés. L'avocat suédois d'Assange annonce que son client a témoigné et qu'il nie les allégations à son endroit. L'ombudsman suédois fera enquête pour déterminer si des bris de confidentialité ont eu lieu, mais son rapport n'a jamais été produit ou rendu public. Sur la base du nouveau témoignage réécrit par la police le 1er septembre, la directrice suédoise des poursuites criminelles ouvre à nouveau l'enquête au préliminaire au sujet d'actes de viol et elle élargit les allégations pour inclure de possibles attentats à la pudeur et agressions sexuelles. Entre le 1er septembre et le 27 septembre, jour où Assange quitte la Suède,
Il ne pourra jamais répondre à ces allégations parce qu'on refusera qu'Assange soit interrogé par un autre agent de police que celui qui l'avait initialement interrogé et que ce dernier est en congé de maladie. Assange est allé témoigner le 30 août. Il s'est par la suite, pendant 3 semaines, activement montré disposé à rencontrer et répondre aux allégations faites contre lui. Il a obtenu par la suite l'autorisation officielle de quitter la Suède. Mais peu de temps après son départ de Suède, les autorités exigèrent la présence d'Assange en territoire suédois pour répondre aux allégations de viol. Assange était alors à Londres. Un mandat d'arrêt international fut émis, ainsi qu'une alerte rouge sur Interpol. Une demande d'extradition vers la Suède fut faite auprès des autorités britanniques. Le 8 décembre, Assange s'est rendu aux autorités britanniques pour les audiences concernant son extradition. Le 16 décembre, on le libère sous caution, moyennant une somme de 240 livres sterling. Le 24 février 2011, la Cour britannique décide d'extrader Assange. Le 3 mars 2011, ses avocats logent un appel contre cette extradition. C'est une extradition vers la Suède à ce moment-là, n'oublions pas. Le 2 novembre 2011, la Cour supérieure maintient la décision. Le 5 décembre, Assange obtient le droit d'être entendu par la Cour suprême et le 30 mai 2012, la décision d'extrader Assange est maintenue par la Cour suprême. Assange craignait que la demande d'extradition vers la Suède ne soit qu'une étape intermédiaire permettant par la suite une extradition vers les États-Unis. Le 19 juin 2012, il demanda donc l'asile politique à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Le 16 août 2012, la demande d'asile politique est acceptée. Le 13 août 2015, on abandonne les mandats d'arrestation pour agression sexuelle et attentat à la pudeur parce qu'ils ont passé le délai de prescription. Tel que rapporté par Meltzer, pendant toute cette période, Assange s'est montré disposé à répondre aux allégations faites contre lui, pourvu que sa présence ne soit pas exigée en Suède. Le 14 novembre 2016, la procureure en chef de la Suède se rend à l'ambassade d'Équateur à Londres pour interroger Assange. Le 19 mai 2017, l'enquête préliminaire concernant les allégations de viol est abandonnée. Le 26 janvier 2018, les avocats d'Assange demandent que le mandat d'arrêt britannique soit lui aussi abandonné. Le 13 février, le mandat d'arrêt est maintenu. Le 11 avril, la police britannique pénètre les locaux de l'ambassade d'Équateur pour procéder à l'arrestation d'Assange. Le 13 mai 2019, la directrice des enquêtes criminelles de la Suède ouvre encore une fois l'enquête préliminaire sur les allégations de viol. Le 19 novembre 2019, l'enquête est à nouveau abandonnée. Alors, Assange est-il un agresseur, un violeur et un prédateur sexuel? A-t-il jamais été accusé? Y a-t-il jamais eu des personnes qui ont estimé qu'il était coupable de viol ou d'agression sexuelle? N'est-il pas raisonnable de supposer que cette affaire s'inscrit dans une manœuvre politique d'envergure visant à l'épingler et à le livrer aux autorités américaines? A-t-on jamais vu une enquête préliminaire s'étaler sur une dizaine d'années? N'est-il pas déraisonnable que les Britanniques aient dépensé 10 millions de livres sterling pour surveiller Assange à l'ambassade de l'Équateur sur la base d'allégations qui auraient été faites contre lui dans une enquête préliminaire 3 fois ouverte et 3 fois abandonnée? C'est une chose désormais incontournable, c'est que devant les allégations d'agression sexuelle, la voix des victimes doit toujours être entendue. Il faut croire leurs allégations lorsqu'elles témoignent d'avoir été violées, molestées ou agressées. Or, c'est justement en surfant sur cette nouvelle sensibilité sociale que les autorités politiques ont inventé, maintenu et entretenu de fausses accusations d'agression, d'attentats à la pudeur et de viol qui n'ont jamais été émises par les 2 femmes concernées. En plus de ruiner la réputation d'Assange, ces autorités politiques ont provoqué un effet refroidissant sur tous ceux qui, autrement, auraient pu vouloir se porter à sa défense. Nils Meltzer a fait état auprès des autorités suédoises de 50 irrégularités qui lui sont apparues au cours de son enquête concernant la gestion policière, judiciaire et politique du dossier entourant les allégations faites contre Assange. Mais il n'a jamais pu obtenir de réponse à ces questions. Le silence tue. Et notre silence aussi
tue Assange.